Merci. Merci, docteur. Je tiens à remercier Dr Aboulfad et Dr Eteli de m'avoir sollicité. Et je tiens aussi à remercier de m'avoir associé à votre magnifique congrès. C'est très rare de voir des congrès comme ça. Je vous remercie. Et ça a dû faire beaucoup de travail et je vous souhaite très bon courage. Je remercie aussi l'orateur qui m'a précédé, professeur Bouzien, parce qu'il va m'épargner de parler de beaucoup de choses. Donc, je vais aller directement à ce que je connais. Parce que j'avais essayé de donner des définitions, mais il l'a fait mieux que moi, parce que c'est son domaine. Et donc, pour parler des perturbations psychiques au cours de la ménopause, généralement, quand on parle de troubles, d'hormones sexuelles et troubles psychiques, et sur les statistiques, tout le monde sait que la dépression est presque féminine. Il y a beaucoup plus de femmes dépressives que d'hommes, et la consultation nous le montre. Et donc, il y a beaucoup de troubles anxieux chez les femmes, et donc il y a un sexe ratio qui est assez élevé, parfois même 3 à 1, 2 à 1. Et ça nous pose une question sur le rôle des hormones sexuelles par rapport au psychisme. Ce qu'on a constaté aussi sur les statistiques, c'est que avant la puberté, le sexe ratio est presque 1. Au-delà de la ménopause, c'est presque 1. Donc tout se passe entre la puberté et la ménopause. Et forcément, donc, il y a même des pathologies inhérentes à une phase de cycle. On va parler par exemple de dépression postpartum, on va parler du syndrome dysphorique prémenstruel. Il y en a même qui ont dit que c'est une invention du DSM pour catégoriser qu'avant les règles, c'est un trouble mental. Donc il y a beaucoup de situations, de pathologies qui sont inhérentes à des moments ou d'autres de la vie génitale de la femme. Alors, comment il avance, ce gars-là ? Alors, juste ça, je vais essayer un petit peu d'aller plus vite parce que ça a été dit par le professeur Bouzien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des troubles psychiques spécifiques associés, comme les troubles du cycle de l'humeur, dont le syndrome prémenstruel, les dépressions postpartum. Juste une petite précision, parce que beaucoup de gens confondent le baby blues, qui presque normal, avec la dépression du postpartum. La dépression du postpartum est une dépression, avec toutes les caractéristiques symptomatiques de la dépression, à savoir les 2 signes cardinaux de la dépression, l'humeur triste et l'anédonie, le manque de plaisir, plus les autres signes qui durent 15 jours tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il a passé un mauvais week-end qu'il est déprimé que c'est une dépression. Ensuite, c'est juste un petit peu pour... J'ai trouvé dans certaines recherches que les récepteurs des stéroïdes sexuels sont observés dans les structures qui sont impliquées dans la régulation du comportement, des fonctions cognitives et de la mémorisation. Et on va voir leur implication au moment de la périménopause et de la ménopause. Et notamment dans l'hypothalamus, la région périventriculaire, l'hippocampe, structure limbique, cortex, etc. Et ce sont des principaux gènes cibles actuellement comme des facteurs neurotrophiques. Et donc, comme ça a été dit, les troubles trophiques au niveau du vulvo-vaginal, mais il y a aussi des troubles trophiques au niveau cérébral et tout ce qui ça va impliquer par rapport aux troubles de la mémoire, voire même certaines incidences certains troubles de type démentiel. Alors, les estrogènes semblent moduler les 3 voies impliquées. Moi, je suis en train de m'immiscer dans un domaine qui n'est pas le mien, c'est juste des recherches que j'ai trouvées. Donc, je le dis sous autorité des gynécos qui sont ici, qui peuvent corriger si je me suis trompé. Les estrogènes semblent moduler les 3 voies impliquées dans la pathologie des troubles dépressifs, notamment dopamine et sérotonine, et le principal mécanisme d'action de la progestérone au niveau du système central. Il paraît même qu'il emprunte le même système des benzodiazépines, c'est-à-dire avec des effets sédatifs et anxiolytiques. Et les hormones sexuelles, ils peuvent agir soit en modulant l'activité ou l'expression des récepteurs, soit en interaction avec les enzymes. Alors, généralement, quand on a parlé de troubles psychiatriques, la ménopause, en fin de compte, c'est au niveau de la périménopause, c'est-à-dire avant la ménopause. C'est presque entre 5 ans, à partir de 5 ans avant la ménopause. Comme ça a été dit, la ménopause, c'est toujours après. Il faut savoir qu'il y a l'espérance de vie de la population générale, notamment les femmes, dans les années 60, ça a été 45, 50 ans. C'est-à-dire
dites-moi combien de femmes avaient atteigné leur ménopause. Très peu. Beaucoup de femmes mouraient suite des couches. Donc maintenant, est-ce que les troubles qu'on a maintenant, est-ce qu'ils sont inhérents à un cycle évolutif normal ou bien ce sont des troubles inhérents au vieillissement, comme a été dit par notre collègue. Donc la ménopause, donc je saute cette définition, c'est juste que pour les définitions qui ont été citées par le professeur Bouzien, on ajoute aussi que la disparition des règles va, dans certaines cultures, notamment nôtre, changer le statut social de la femme. Il y a un changement de statut. Je peux vous citer des anecdotes qui sont terribles. Je connais un couple dont la femme était suivie à ma consultation. C'est un couple de classe moyenne, tous les deux travaillaient. Ils ont décidé de faire la planification familiale. 2 enfants, c'était 2 garçons qui ont très bien marché, etc. Et à un moment donné, la femme a eu 52 ans, ou 55 ans, généralement, je ne sais pas, il faut faire des études sur ça, pourquoi beaucoup de femmes prennent leur retraite qui coïncide avec la ménopause. C'est des retraites anticipées. Moi, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas, il faut faire probablement des statistiques pour est-ce que c'est vrai ou pas. L'essentiel, c'est que son mari a demandé à avoir une autre épouse. Il lui a dit non. Donc, il est allé au juge de la famille. Et il a précisé dans sa demande qu'il voulait des enfants. Et on lui a accordé. Ben oui, parce que la femme ménopausée ne peut plus avoir d'enfants. Vous voyez, donc c'est un autre statut qui on va entraîner ce qu'on appelle un deuil de fertilité d'avoir des enfants. Alors c'est aussi une étape, je peux vous citer les femmes, comment ils parlent. Même le karba, les bouffées de chaleur qu'on va voir, à distinguer avec certains types de bouffées de chaleur qu'on voit dans les attaques de panique. Moi, je fais la différence parce qu'en écoutant très bien les femmes, comment ils l'expliquent, c'est que dans les bouffées de chaleur de la ménopause, il y a de la sueur, alors que dans les attaques de panique, il n'y a pas de sueur. Et même les femmes, ils leur donnaient une explication. C'est beaucoup plus l'inverse. Il faut voir comment il explique ça. D'ailleurs, même quand on parlait des droits de la femme, il dit que la femme a 2 droits. Alors, la ménopause entre le psychologique et le neurobiologique. Alors, les troubles mineurs qui accompagnent souvent le début de la ménopause ont été décrits dans l'Antiquité. Et imaginez cette définition que je trouvais qui est extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois, il a été décrit en 1824. Qu'est-ce qu'il disait? Que la femme ménopausée était décrite comme étant morose, angoissée, taciturne, c'est-à-dire qu'il parle peu, regrettant sans fin ses jouissances perdues avec l'âge. Déjà, si on faisait que ça, on va traduire que ça en termes de sémiologie psychiatrique, on a déjà un manuel. Et cette crise psychique prend origine dans la multiplicité des facteurs qui sont à la fois biologiques, culturels et sociaux. Alors, en psychologie, c'est-à-dire que passer d'un état non ménopausé à la ménopause peut générer des crises, c'est-à-dire avec le changement de rôle qu'on a dit, et notamment dans la période périménopausique. Pour certains psychanalystes, vous savez, les psychanalystes ont toujours cette notion de deuil. Ils disaient que la femme a un deuil, et parfois même le deuil du genre. Est-ce que après la phase génitale où il est actif avec ses règles, est-ce qu'il va devenir autre chose qu'une femme? Parce que l'homme, il peut rester homme, mais la femme, à un moment donné, est-ce qu'il va avoir le genre féminin ou pas? C'est un peu compliqué. Sur le plan biologique, donc, le plus emblématique des symptômes de la ménopause est la bouffée de chaleur. Et ces bouffées de chaleur, il y a juste une petite nuance que j'ai trouvée, c'est que ils peuvent, parfois, on les attribue à tort aux hormones, parfois à un mécanisme neuronal, mais on a noté aussi qu'il y a des labilités de l'humeur, des troubles de l'attention, des tendances dépressives. Quand on dit tendance dépressive, ce n'est pas la dépression, c'est cette morosité qui s'installe. Alors, la question, et on va revoir à la fin cette question, parce qu'il y a toujours, on avait organisé un congrès, la dernière fois, le congrès de psychiatrie sur la santé mentale de la femme, et on avait invité des gynécos, et ça a été toujours posé la question, quand est-ce que donner l'hormonothérapie, quand est-ce que donner un antidépresseur? Et c'est pour cela que je le dis dès maintenant, parce que ça va paraître sur le diaporama,
l'antidépresseur n'est donné quand il y a une dépression caractérisée, qu'il soit ménopause ou pas. Ce n'est pas parce qu'il est morose ou parce qu'il est un peu dépressif qu'il donne. Donc, ça reste la question aussi de l'hormonothérapie. Et comme ça a été dit par un collègue, la ménopause n'est pas une endocrinopathie. Donc, si on donne une hormonothérapie de substitution, ce n'est pas parce que c'est une endocrinopathie, c'est juste pour avoir un confort. C'est d'ailleurs le terme d'Agoumi qui nous a dit, c'est juste par rapport à un confort donné à la femme. Alors, la connaissance de la sémiologie clinique des manifestations neuropsychologiques du déficit hormonal est donc importante parce que ça nous permet un petit peu de distinguer ce qu'on peut reprocher aux hormones et ce qu'on peut reprocher au profil psychologique, sachant qu'il faut aussi revoir l'histoire de cette femme. Est-ce qu'il a des antécédents de troubles anxieux, de troubles dépressifs, avant qu'ils ne font peut-être que s'aggraver avec les années. Alors, les troubles, c'est-à-dire on va avoir une augmentation des troubles psychiques observés en période ménopautique, notamment l'irritabilité, l'irritabilité, c'est cette disposition à être en colère. Cette disposition à être en colère. Et les troubles dépressifs apparaissent aussi tardivement après 40 ans. Et la courbe d'incidence de l'irritabilité est parallèle à celle de la mastodénie qui est mieux corrélée avec l'hyperostrogénie. Je dis ça sous surveillance de nos amis gynécos. La courbe d'incidence des troubles dépressifs est quant à elle parallèle à celle de la bouffée de chaleur et sur un signe de carence oestrogénique. Alors juste je vais essayer, voilà. Pour revenir j'ai trouvé cet article extraordinaire, c'est-à-dire ce sont des guidelines sur ce qu'on peut faire en matière de troubles de l'humeur, du sommeil et des cognitions quand il s'agit de ménopause. Et il fait des recommandations. Ce sont des méta-analyses qui ont pris une population cible comme étant des femmes ménopausées ou en périménopause. Il proposait des stratégies fondées sur les plus récentes, comme ça a été dit dans le congrès, les plus récentes recommandations. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Les déclarations. La périménopause est une période particulièrement propice à la manifestation de symptômes dépressifs. Vous voyez, il y a une différence entre manifestation dépressive et épisode dépressif caractérisé, c'est-à-dire avec tous les symptômes et surtout la notion du temps, même chez la femme sans antécédents élevés. Et de récentes études de grande envergure ont proposé des risques élevés, notamment quand il y a une hystérectomie et une ovarectomie. Alors, des facteurs liés ou non à la ménopause peuvent être présents. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs. La cigarette, comme ça a été dit par le professeur Bziane, le chômage, l'abus toxique et certaines maladies récurrentes. J'ai oublié de dire aussi que pendant cette période, il y a aussi l'installation d'autres pathologies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. Et je vous assure que ce sont des pathologies qui ont une charge mentale. La charge mentale, c'est le fait de gérer autre chose que ce que vous avez géré. Il y a aussi, par exemple, quand quelqu'un part chez un médecin et lui annonce le diabète, parfois, c'est très mal pris. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il doit faire ce qu'on appelle le deuil de la santé. Il n'est plus en bonne santé. Et il doit gérer une problématique. Je me rappelle, il y avait en face de moi un collègue endocrino qui a reçu un jeune homme, oui, à 45 ans, il est toujours jeune à 45 ans, qui lui a déclaré son diabète et le gars, automatiquement, il a traversé la route pour venir me voir parce qu'il était pris de panique. Docteur, je risque de perdre. Il a cité toutes les complications du diabète. Je vais devenir impuissant, etc., etc. C'est-à-dire, il a listé toutes les complications du diabète. Peut-être que probablement il les connaissait à travers des passants ou des membres de la famille qui a ça. Alors, le sommeil de mauvaise qualité. On l'a dit, la bouffée de chaleur, le sommeil de mauvaise qualité, il est plus fréquent chez la femme en périménopause et ménopausée. Il n'est pas rare que des symptômes cognitifs, comme la détérioration de la mémoire et le ralentissement de la cognition. Il faut savoir qu'il y a un phénomène qui, on va dire, entre guillemets, normal. C'est ce qu'on appelle le déclin cognitif lié à l'âge, qui n'est pas la maladie d'Alzheimer. Si vous oubliez, il y a beaucoup de gens qui déposent son téléphone ou ses clés, il va oublier. En piochant dans l'entretien, c'est beaucoup plus un trouble de concentration que des troubles de mémoire, parce que les troubles de mémoire, c'est un autre registre. Il n'est pas rare que les symptômes cognitifs
comme la détérioration de la mémoire, se manifestent au début de la postménopause et ces symptômes sont observés dans des études prospectives, c'est-à-dire qu'il faut y avoir d'autres moyens, notamment si vous avez des maladies métaboliques, surtout l'hypertension artérielle et le diabète. Pour les recommandations, il est conseillé que les options thérapeutiques éprouvées pour la dépression à tout moment de la vie conservent les options de traitement. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une dépression, c'est une dépression et elle doit être traitée comme une dépression, notamment l'association antidépresseur type inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine et une psychothérapie type TCC, thérapie cognitive comportementale. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en périménopause, ménopause, postménopause, ça peut la fréquence augmenter, mais il faut avoir le diagnostic de dépression. Ce n'est pas les symptômes dépressifs ou un aspect dépressif. Pour les femmes qui vivent des épisodes récurrents, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle la dépression récurrente, parce que la dépression, malheureusement, ce n'est pas uniquement un seul épisode. Il y a lieu de prendre en compte leur réponse à la tolérance. Et ça, on le dit souvent, on ne change pas quelque chose qui marche. Vous posez la question à votre patient, est-ce que vous avez déjà été mis sous antidépresseur? Oui, j'ai pris machin truc, etc. Et ça a très bien marché, oui. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui marche mieux? Ça, c'est toujours la question. Bon, des fois, les patients demandent quelque chose que le médicament n'apporte pas. Ça, ça n'existe pas encore, ce type de médicament. Et chez les femmes atteintes d'un premier épisode, on doit tenir compte des effets secondaires. Et oui, parce que les antidépresseurs, ils ont des effets secondaires. Il faut savoir aussi, ces femmes-là peuvent avoir des néos, et notamment être sous tamoxifène. Il faut savoir que certains inhibiteurs, certains antidépresseurs ne sont pas compatibles avec le tamoxifène. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un antidépresseur qui n'est pas compatible avec le tamoxifène et qui contient la molécule contient dans le mot de la molécule la même syllabe que tamoxifène, c'est XI. Donc je pense que vous le connaissez maintenant. Non? Paroxétine. Certaines données indiquent que l'hormonothérapie a des effets antidépresseurs, mais à celle des agents antidépresseurs, lorsqu'ils soient administrés en périménopause, atteint de dépression avec son symptôme. Ça, il y a des études qui le disent. Bon, moi, je n'ai jamais prescrit d'hormonothérapie à des femmes dépressives. Cependant, l'hormonothérapie est inefficace pour traiter des troubles dépressifs chez les femmes ménopausées, ce qui suggère une période propice aux effets antidépresseurs de l'entourage. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient pris peut-être avant et non pas après. Alors, pour les femmes ayant un sommeil de mauvaise qualité, on peut leur proposer ce qu'on appelle une psychoéducation, des mesures éducatives. Bon, du genre, pas d'excitant avant 20 heures, le lit, vous savez, dans les troubles de sommeil, il y a tout un rituel qu'il faut installer. Par exemple, que le lit ne sert qu'à deux activités, activité sexuelle et dormir, et non pas pour travailler avec un PC, regarder le téléphone, regarder la télé. Quand vous n'avez pas quand vous n'avez plus sommeil ou bien vous vous êtes réveillé et vous n'arrivez pas à dormir, ne restez pas dans le lit, il faut le sortir du lit. Donc il y a tout un rituel à installer. Et aussi, dans les troubles vasomoteurs, il y a les troubles de l'hormonothérapie, là, il peut aider aussi. Comme ça a été dit par l'orateur qui m'a précédé, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle une sorte d'homéopathie, des plantes, etc. Mais il n'y a que les patients qui disent ça a marché, peut-être d'autres, parce qu'il n'y a pas de validation. On ne peut pas dire que si ça marche pour l'un, ça va marcher pour tout le monde. Alors, plusieurs autres traitements se sont avérés, comme par exemple l'exercice, la racine de la valériane, etc. Bon, j'ai trouvé là dans un stand qu'ils sont en train, pour ne pas faire la promotion de ce truc. Pour les femmes qui expriment une plainte cognitive, le changement d'habitude de vie est recommandé. Et c'est pour cela que j'ai posé la question, pourquoi beaucoup de femmes à 50-55 ans prennent leur retraite proportionnelle? Parce que là, ils vont diminuer un petit peu toute stimulation cognitive. C'est là, probablement, moi je fais de la randonnée, je sors avec des femmes qui sont au-delà de 55 ans, qui voyagent, qui sortent, qui ont besoin de... C'est-à-dire, si on veut sortir en retraite, c'est pas pour rester à la maison, c'est probablement pour faire d'autres activités et essayer un petit peu de stimuler leurs neurones. Et il est notamment conseillé de pratiquer des exercices aérobiques, manger des légumes plus souvent, etc. Alors, les données probantes,
J'ai dépassé. Les données probantes indiquent aussi que l'hormonothérapie ménopausique, sur plusieurs années d'utilisation, n'améliore pas significativement les fonctions cognitives, malheureusement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre avec tous les effets secondaires que ça peut donner. En conclusion, je vais aller jusque-là. La fin de la fécondité n'est pas le spectre, ce n'est pas la fin de la féminité, parce que ça n'empêche pas d'être coquette, ça n'empêchera pas d'être ce que je suis sous prétexte que je n'ai plus mes règles. Ça peut être un game over, mais pas de ménopause, et je vous remercie. Pour cette belle présentation. Des questions? Sur la psychiatrie. Professeur, merci beaucoup pour cette belle présentation concernant ces troubles qu'on voit fréquemment chez les femmes à la ménopause. Le même problème aussi, ça a été décrit par notre ami Amal, donc concernant les troubles trophiques. C'est vraiment une grande problématique dans notre consultation. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur le plan matrimonial, quelle est la catégorie de femmes qui dépriment plus à la ménopause? En général, ce sont les femmes qui sont mariées. Donc, qui est responsable de la dépression? C'est le mari. C'est clair. Non, il faut l'avouer. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est clair et tout le monde est d'accord. C'est que les femmes ménopausées qui dépriment, ils sont rejetés par leur époux parce qu'ils ont des troubles trophiques, ils ont de la sécheresse vaginale. Pourquoi ils consultent les femmes? Ils consultent parce que le grand problème, c'est la sexualité. Oui. Allez, il faut qu'on soit clair. Là, peut-être que dit qu'il y a un check-up, la consultation, il vous dit voilà, c'est clair. Là, j'ai un problème avec mon mari. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, sans vous rendre compte qu'il va chercher une autre épouse. Mais c'est pour les enfants. C'est pour la sexualité. Il faut qu'on soit clair. Alors, j'aborde cette question, c'est pour encourager nos amis à prescrire le traitement hormonal. Sincèrement, dès que la femme, je ne vais pas le prescrire de manière systématique, mais dès que la femme consulte pour un problème, si je contre-indique, ou plutôt j'élimine une contre-indication, notamment ma mère, par une mammographie, moi je prescris d'emblée le traitement hormonal. Et tout rentre dans l'ordre. C'est clair. C'est vrai que les traitements locaux, on peut jongler au début, mais si la femme ne souffre pas, il ne faut pas le prescrire. Ça, c'est clair. Elle est bien dans sa peau, elle n'est pas dépressive, mais si jamais elle commence à avoir des problèmes, elle consulte parce qu'elle est sèche, elle est comme ça, il y a les seins qui tombent, il y a la peau qui tombe, le mari qui commence... Non, il faut prescrire le traitement hormonal. Les mammographies de manière régulière et le mari va être content. Et tout le monde est content. Voilà. J'ajouterais juste une chose. Il y a un élément peut-être qu'on a occulté et qui a fait qu'il y a cette problématique. C'est le Viagra. C'est le Viagra qui a fait que, par exemple, à un certain âge, bon, on va dire que les gens s'assagissent, mais là, avec le Viagra, il y a une autre demande. C'est l'espérance de vie. Il y a 50 ans, voilà. La femme vivait 55 ans. Actuellement, la femme, alhamdoulilah, elle vit 75 ans. Mais si à 50 ans, elle a pris sa retraite. Sa retraite, oui. Vous l'avez dit, la randonnée. Je connais qui me fait la randonnée. Les femmes non mariées. Dès qu'elle est ménopausée, elle la randonnée. En plus, voilà, écoutez, c'est très important. Oui, il faut le... Non, mais dès qu'elle commence le traitement hormonal, la femme, elle est bien. Je vous assure. Quand j'étais au CHU, j'ai fait 18 ans au CHU et 8 ans dans le privé. Au CHU, on n'avait pas ce problème parce que quand il y aura la chirurgie, elle dit qu'on sait où est le côté médical. Quand je suis sorti en privé, c'est une autre mode de consultation. Voilà, sécheresse vaginale, qu'est-ce que je fais? Au début, j'étais réticent parce que la communauté médicale, il y a 10 ans, elle a dit stop pour le traitement hormonal. Oui. Sauf, vous l'avez dit, si jamais elle commence à avoir des complications, notamment troubles trophiques, dépressives et tout ça, il faut démarrer. Et dès que la femme démarre, je vous assure qu'elle est très bien, aussi bien dans son couple que sur le plan physique. S'il vous plaît. Une petite réflexion. Petite réflexion, c'est très important. La ménopause, je vais prendre le syndrome du Turner. Le syndrome du Turner, les femmes qui ont un syndrome du Turner sont des femmes qui n'ont jamais eu de règles.
Un syndrome Turner sont des femmes qui n'ont jamais eu de règles. Lorsqu'ils vieillissent, il n'y a pas de trouble trophique, il n'y a rien du tout. Mais tu dis que sécheresse vaginale, il n'y a pas de sécheresse vaginale, il n'y a pas d'ostrogène, il n'y a rien. Il vit normalement. Une femme qui a un syndrome de Turner, à qui je propose un traitement médical, je veux faire un cycle artificiel. Je donne les oestrogènes la première moitié, j'ajoute la progestérone. Lorsque ces femmes, ils vont avoir un cycle artificiel. Lorsqu'ils vont devenir ménopausées, elles vont développer les mêmes signes de la ménopause. C'est-à-dire sécheresse vaginale, signe climatérique, tout ce que vous pouvez imaginer comme signe de la ménopause. Le traitement, je traite par les oestrogènes, j'améliore. Je traite par les progestérones ou les progestatifs, j'améliore. Je traite par les androgènes, j'améliore. Je traite par des produits qui ne sont pas des hormones, par des anti-inflammatoires, j'améliore. Je traite par le danazole, qui est une androgène qui n'a rien à voir avec les oestrogènes et l'oestrogénothérapie dans la progestérone, j'améliore. Donc, comment vous voulez me convaincre d'améliorer une symptomatologie par des produits qui sont contradictoires, des produits qui sont hormonaux et non hormonaux et qui vont donner le même effet? C'est pour cela que je vous dis, lorsqu'on traite, soit qu'on traite les conséquences, ou non, lorsque le patient te dit, voilà, j'ai une douleur articulaire, tu traites la douleur articulaire par le vitamine, par le calcium, parce que j'ai une dépression, je traite la dépression, j'ai une bouffée de chaleur, je traite la bouffée de chaleur. Mais est-ce que vous voulez traiter l'étiologie ou pas? Et comment traiter l'étiologie? Parce que je pense, à mon sens, que les ovaires ne sécrètent pas que 2 hormones. Quelle est la femme enceinte? La femme, on a l'ostrone chez la femme ménopausée, on a l'ostradiol chez la femme en période d'activité génitale, on a l'ostriol chez la femme enceinte, on a la progestérone, le dihydroprogestérone, le DHA, androgène, etc. Et il y a pas mal d'hormones. Et il y a pas mal d'hormones et qui ne sont pas tout à fait claires. Et qui sont, donc ça veut dire qu'il y a d'autres. Je ne résume pas les ovaires à 2 hormones. Et il y a peut-être d'autres choses et d'autres interactions qui jouent d'une façon extraordinaire. Donc il ne faut pas dire qu'on est au son membre. On connaît qu'un petit bout de l'iceberg. Il faut être humble. À mon sens, il faut traiter la symptomatologie. Patiente qui vient vous voir pour une douleur, je traite la douleur. Pour une cause X ou Y, j'ai une dysménorrhée, je traite la dysménorrhée. J'ai une brûlure, je traite la brûlure. J'ai une sécheresse vaginale, je traite la sécheresse. J'ai la dépression, je traite la dépression. Mais je ne peux pas être général. C'est ça qui c'est mon petit truc. Ouais. Voilà. S'il vous plaît. La dernière question, s'il vous plaît. Je voulais dire, parce que ce genre de dépression, parce que nous, on reçoit beaucoup de femmes qui, par exemple, ça dépend de nombre de parité. Il y a 4-5 enfants, quand parfois on lui annonce que tu n'auras plus de règles, elle est très contente. Elles sont très heureuses. Mais quand tu es en phase péri, c'est ça qui l'écrit. Quand je lui dis que tu risques de tomber enceinte et je n'ai pas de quoi te protéger, c'est cette phase qui est difficile. Mais après, je crois qu'il y a pas mal de femmes qui sont très très contentes de perdre leurs règles. Oui, parce que c'est une période de la périménopause. Moi, j'ai eu un cas que la dame a pensé qu'il n'a plus ses règles. Quand elle est allée voir son médecin, il a dit il avait 43 ans, la dame, il l'a mal reçu parce qu'il préparait le mariage de sa fille. Merci beaucoup, professeur Mouhi.